BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous. Évidemment, bon week-end, profitez-en bien, ça c'est le plus important. Et puis merci d'être là. Merci comme chaque week-end de nous suivre. Toute l'actualité tech, c'est De quoi je me mail, à la fois en audio, les podcasts, à la radio sur BFM Business le week-end, mais aussi la version vidéo. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est sur YouTube, sur la chaîne Tech Co, bien évidemment. Avec un immense club de la presse IT. Pendant 52 minutes, on va revenir sur une actualité bouillante, évidemment, qui est, on va dire, menée par l'intelligence artificielle. Merci d'être là. Le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre et réagir sur l'actualité, notamment sur Twitter. C'est parti pour De quoi je me mail. Le club de la presse IT, donc avec cette semaine Anthony Morel, évidemment, comme toujours, fidèle au poste. Salut Anthony. Salut François. BFM Business le matin dans Good Morning Business, mais aussi sur RMC, avec Estelle Denis, entre midi et 2, du lundi au vendredi. Et quel plaisir de retrouver Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Le plaisir est partagé. Voilà, figure historique de quoi je me mêle, qui revient, le retour de Gonzague. Voilà, je suis persuadé que ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs de te retrouver, Gonzague, pour commenter l'actualité. Voilà, et rappelons que tu es toujours un passionné de nouvelles techno, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, et tu bidouilles dans les réseaux avec bouche cousue. Exactement. Voilà, ta boîte. Si tu veux un super Wi-Fi à la maison, t'appelles Gonzague. Je sais bien. Plus les entreprises que les particuliers, mais oui, allez, bon, on aidera les amis. On se connaît, tu vois. Alors, ça sert aussi à ça de bosser dans la tech. Évidemment, attends, quand même. Dans l'actualité, quoi qu'Anthony, à mon avis, il n'a pas besoin de toi pour avoir un bon Wi-Fi. Je pense qu'il se démerde. En plus, je pense qu'il se débrouille. Dans l'actu, bien sûr, une actu assez étonnante, Anthony, je ne sais pas ce que tu en penses, tout tourne autour de l'IA. Ouais. Là, voilà, il y a une espèce de tsunami. Ça écrase tout le reste. Ça écrase tout le reste. D'ailleurs, bon, l'actualité, à part ça, est assez molle dans la tech, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce sujet, parce qu'à la fois, il y a ChatGPT et tous les étonnements qui se suivent concernant cette IA donc conversationnelle, et puis il y a toute la concurrence qui se met en ordre de marche, à la fois Google, bien évidemment, et puis ces accords entre ChatGPT, OpenAI et Microsoft. Ouais. Donc, on a vécu une semaine assez bouillante. Ah ouais, clairement, c'est le mot. Moi, j'allais dire excitante, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est enthousiasmant quand même, là, ce qu'on est en train de vivre, ce début d'année complètement dingue en termes de tech. Et qu'on n'a pas vu venir. Mais vraiment, c'est la surprise totale. Et je reprends, on peut commencer de ce chiffre, parce que moi, il me fait halluciner. ChatGPT qui compte 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et ce truc qui est complètement fou, c'est-à-dire que c'est le produit technologique qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire. Tout produit confondu. TikTok, il aurait fallu 9 mois pour arriver à 100 millions. Instagram, c'était, je ne sais plus si c'est 1 an et demi ou 2 ans. Enfin, faut quand même garder ça en tête, quoi. C'est un truc d'intelligence artificielle qui immerge comme ça, qui déboule et qui s'installe dans le grand public. Et qui touche tout le monde. Qui touche ça qui est incroyable. Tout le monde connaît. Ça sort bien au-delà de la sphère des geeks et on va dire des tech. Enfin, voilà, tu parles à ta grand-mère, elle connaît ChatGPT. C'est un truc de fou au bout de 2 mois. Enfin, c'est insensé, vraiment. Et donc, effectivement, comme tu le dis, là, la riposte se met en marche, ou en tout cas, les géants de la tech commencent à voir un petit peu comment ils peuvent s'emparer de ça. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a eu cette semaine, effectivement, les annonces de Microsoft et les annonces de Google. Alors, peut-être qu'on va compter les points, mais c'est assez marrant déjà de voir comment ils se sont comportés en termes de communication. Parce qu'en gros, ce qu'on savait, c'est que Google devait faire des annonces donc mercredi soir. Ils avaient annoncé grande conférence mondiale autour de l'intelligence artificielle. Et puis, surprise, Microsoft a calé une conférence surprise la veille pour dire « Ah oui, mais alors attendez, nous, on va intégrer ChatGPT dans Bing ». Ce qu'on savait, mais ils ont fait la démonstration, etc. Ouais. Et donc, vent de panique chez Google, qui a donc fait une pré-conférence l'avant-veille, donc le mardi, où Sundar Pichai a dit « Non, mais attendez, parce que nous, on a un autre produit qui s'appelle Bard. On est prêt, vous inquiétez pas ». Donc, tu vois, déjà, ça montre que pour eux... On sent que c'est tendu. Ah ouais, c'est ça, il y a une vraie fébrilité. Alors après... Sur les annonces, écoute, si on doit résumer en un mot, pour moi, c'est Microsoft 1, Google 0 sur cette semaine. Je pense qu'ils ont gagné cette bataille. Ça veut pas dire qu'ils ont gagné la guerre de l'intelligence artificielle, loin de là, évidemment. Mais sur cette bataille, ils l'ont remportée parce que
J'ai trouvé leur conférence extrêmement enthousiasmante. Convaincante aussi. Convaincante aussi. Ouais. Absolument. Donc, ce qu'ils ont annoncé, en gros, c'est l'intégration de ChatGPT dans tout l'écosystème Microsoft. Donc, dans Bing, d'abord, et ça, c'est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir avoir dans le moteur de recherche cette intelligence artificielle qui va nous aider pour les requêtes complexes. Et rappelons que oui, que pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Bing, parce qu'on est un paquet à pas connaître Bing quand même. Oui, c'est vrai. C'est un moteur de recherche. C'est Oui, le aussi. Google de Microsoft, en C'est l'autre Google, mais le Google qui a gratouillé quelques pourcentages de parts de marché. Les gens connaissent beaucoup Bing en général parce qu'ils s'en servent pour installer Google Chrome. Bon. Comment installer Google Chrome ? C'est terrible. Et en plus, en fait, ils connaissent Edge et Bing pour installer Chrome et Google. Mais si tu leur dis Edge, ils savent pas ce que c'est. Non, c'est clair. Mais là, peut-être que pour le coup, les cartes vont peut-être être rebattues parce qu'effectivement, alors l'intégration de ChatGPT dans Bing, quand même très intéressant. Ils ont montré quelques exemples. On n'a pas pu le tester parce que pour l'instant, c'est réservé aux Américains. Mais par exemple, tu vois. Tu veux réserver un voyage, il te donne cet exemple-là, donc 3 jours à Venise, donc tu dis je veux passer 3 jours à Venise la semaine prochaine, je veux pas dépenser plus de tant d'euros. C'est ça, je veux être à côté de la place Saint-Marc. Exactement, et il te fait tout ton programme en fait, enfin, ce qui est dingue, parce que l'avantage par rapport au ChatGPT qu'on a aujourd'hui, c'est que celui-ci évidemment est connecté à Internet, et donc tu peux faire des requêtes qui sont liées à l'actualité immédiate. Mais on voit bien en tout cas la façon dont ça va complètement révolutionner la façon dont on fait une recherche sur Internet, et ce truc du moteur de recherche qui nous semblait, j'allais dire, figé dans le temps quasiment, parce que ça fait quoi, 15 ans, 20 ans qu'on utilise des moteurs de recherche où tu tapes dans une barre de recherche et tu as une liste de liens hypertextes qui tombe, et ça en fait c'est en train d'être complètement bousculé. Donc déjà ça pour moi le premier point, il était là, il y en a d'autres mais je vais peut-être laisser la parole quand même à Gonzague. Bon, tu es très documenté et c'est génial. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que Google, ils avaient réussi à faire de l'information pas forcément contextualisée, mais sémantisée. Donc on mettait des blocs d'informations, on disait là j'ai des images, des vidéos, etc. Mais ils ont effectivement pas révolutionné la façon dont on interagit avec le moteur de recherche. Alors depuis, il y a des gens qui tapent le genre de requêtes qui disent j'aimerais faire un séjour à Venise pour moins de 300 € à telle date, mais ça ne marche pas très bien. Non, ça marche pas très bien. Et jusqu'à présent, tu récupérais des liens et 3 photos de Venise. Et aujourd'hui, moi je me dis que c'est aussi peut-être le retour des chatbots, parce que avec ChatGPT, avec OpenAI et avec Bing, on chatte. Et donc, est-ce que cette forme d'interaction qui a un peu échoué, je trouve, je ne sais pas si vous avez déjà essayé les chatbots sur la plupart des sites web, c'est une horreur. Insupportable. Là, on aura peut-être un vrai truc qui marche. Et donc, je trouve qu'il y a une seconde révolution qui est cachée derrière ça. Alors, il y a la révolution du search, une grosse menace pour Google, parce qu'effectivement, on va pouvoir en reparler, mais leurs annonces n'étaient pas fantastiques. Et le truc des chatbots, je trouve que c'est incroyable, on n'y pense pas assez. C'est complètement pourri actuellement. Et toute l'intelligence artificielle réelle, plutôt que juste des réponses préenregistrées complètement nulles, ça pourrait faire la différence. C'est ça, mais en fait, comme on est dans cette relation conversationnelle maintenant avec ChatGPT, on peut tout imaginer, et la recherche peut devenir conversationnelle. Absolument. C'est-à-dire que tu vas poser une question concernant ton voyage à Venise et ton hôtel 3 étoiles avec un budget limité de telle date à telle date, tu vas sans doute avoir un échange qui va se mettre en place. Exact. Tu vas avoir une réponse, tu vas pouvoir compléter la réponse ou alors préciser ta demande, etc. Et en fait, c'est ça qui va changer, je pense. Comme si tu discutais avec un humain, en fait. Parce que c'est ce qui te manque avec le moteur de recherche aujourd'hui, c'est que des fois, tu dis « Ah mais non, mais il n'a pas compris ce que je lui demandais vraiment, parce qu'il me donne un truc, ça correspond pas. » Et là, tu as un échange réel, en fait. Voilà, ça. Il ne s'arrête pas à la simple question que tu as posée. Il va être capable de te proposer une suite. Et c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant, même en termes de connaissances, alors pas que sur l'organisation de voyage, mais tu t'intéresses à un sujet et on va te proposer, sous forme d'une conversation, ce qui est parfois beaucoup plus entraînant que juste des liens, de dire si vous vous intéressez à ce sujet, vous devriez aussi consulter telle page, parce que ça a contribué grandement à l'exploration de la Lune, des choses comme ça. Après, il faudra quand même voir aussi le niveau d'exactitude des résultats, sachant que là, encore une fois, la complexité, c'est que ça va être relié à l'actualité du moment. C'est pas juste une base de données, ce sera vraiment du temps réel quasiment. Ouais. Et donc voilà, ça peut aussi amener à des erreurs, des approximations. Il y a quand même pas mal de choses, de points sur lesquels ChatGPT répond avec un aplomb incroyable, mais répond d'énormes conneries. Il faut être clair aussi. La formule est parfaite. C'est vrai que ça fait vraiment comme quelqu'un qui t'affirme avec beaucoup de sérieux. Oui, bien sûr. On n'a jamais marché sur la Lune, machin. Oui. Et si toi, tu ne vérifies pas et que tu prends pour argent comptant ce qui t'est donné par ce résultat. Parfois, les erreurs sont grossières. Et les résultats de ChatGPT s'arrêtent à mi-2021. Donc, c'est vrai qu'aussi, si tu lui demandes
quelque chose qui est Oui, passé qui a depuis, un an tu n'auras pas l'info. Oui, c'est En ça. fait, tu t'en rends compte souvent quand c'est des sujets que tu maîtrises toi particulièrement. Par exemple, moi, je lui ai demandé, mais je maîtrise, peut-être que je me mets un peu haut, mais par exemple, je lui ai posé des questions sur préparer un plan d'entraînement pour une course, parce que je fais un peu de course à pied et tout. Et donc, je lui dis, voilà, donne-moi un plan pour, je veux faire tant de temps sur un 10 km à telle date, fais-moi un plan. Et effectivement, le plan que ChatGPT m'a pondu, alors je ne sais pas s'il y a des coureurs parmi ceux qui nous écoutent, peut-être tester, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même très, très en deçà de ce qu'on pourrait faire. Oui, c'est pas un coach, quoi. C'est pas un coach, quoi. Alors qu'on D'accord. pourrait s'attendre, tu vois, à ce que sur ce genre de requête, il puisse avoir des réponses qui sont pertinentes. En fait, pour l'instant, c'est pas encore. Donc je me dis, ça c'est un exemple, mais ça doit être dans plein de domaines comme ça. Donc faut pas non plus complètement idéaliser cet outil qui est encore en phase de développement. Mais c'est vrai que c'est quand même très très spectaculaire. Et ce qui est hyper intéressant aussi, je trouve, donc pour en finir sur les annonces de Microsoft, c'est que en fait ils veulent intégrer ChatGPT pas seulement dans le moteur de recherche, mais en fait dans tout leur écosystème. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus enthousiasmant. Je répète encore ce mot, mais c'est qu'en gros dans toute notre expérience de la vie technologique au quotidien, on va avoir du ChatGPT. C'est-à-dire que ça va être intégré dans Edge. C'est-à-dire en naviguant sur Internet, je tombe sur un article qui me paraît intéressant, mais il est un peu long. Je vais juste appuyer sur un bouton et le machin va me résumer l'article, va me le synthétiser en 10 lignes, 20 lignes ou 30 lignes, et c'est moi qui pourrais choisir. On va pouvoir l'intégrer aussi dans Teams. Je viens de participer à une visioconférence, je peux lui demander de me faire un résumé de la visioconférence instantanément. Et en fait, tout ça, c'est quand même, tu te dis, ouais, là, on va avoir un gain de temps qui est évident, quoi. Il y a un côté qui est un peu révolutionnaire pour chacun d'entre nous, en fait. Un Et outil ça, qui je va trouve nous faire intéressant. gagner du temps, ça c'est clair. C'est ça. Donc dans les Et qui annonces va de améliorer notre Microsoft, productivité. moi j'ai Et trouvé puis alors, vraiment dans Word, bien évidemment, dans toutes Outlook toutes pour les t'écrire suites, un mail, bien tu sûr. vois, tu lui donnes 2-3 informations, il va te répondre à un mail à ta place ou rédiger un mail. Waouh, là pour le coup, je me suis dit, ouais, il y a des vrais exemples concrets au-delà de, j'allais dire, du simple entre guillemets chatbot auquel on va poser des questions et qui va nous répondre. En fait, là, il va y avoir un vrai changement. Juste une chose, parce que j'ai reçu il y a quelques jours un spécialiste de l'IA dans Tech & Co, l'émission que je présente le soir sur BFM Business, qui m'expliquait qu'effectivement, il y avait des erreurs, il y avait beaucoup d'erreurs dans le ChatGPT, mais que ces erreurs, en fait, étaient corrigées par les humains. En fait, il y a des personnes qui sont sans doute payées pour ça, pour apprendre, un peu comme un enseignant apprendrait à un enfant, à ChatGPT à faire moins d'erreurs et à se corriger en quelque sorte. Et c'est quand même assez fascinant. Et c'est ce que propose. On va revenir à Google dans un instant, mais je ne sais pas si tu as peut-être le même sentiment que moi, mais Google a dit voilà, on va lancer Bard, qui est notre réponse à ChatGPT, mais attention, ça va être en bêta test. On va le donner à quelques early adopters qui vont pouvoir utiliser l'outil. Et en fait, c'est ça. Ces gens-là vont apprendre à l'IA à faire moins d'erreurs. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que dans quelques années, lorsque en fait, on aura corrigé énormément cette IA, elle sera de plus en plus précise et performante. C'est ça. On les et moi, je trouve ça vertigineux, en fait. On les entraîne déjà, les IA, chaque jour. Quand vous cliquez sur un CAPTCHA, donc ce qui vous vérifie la connexion d'un humain sur un site internet, et que vous cliquez des bus, des métros ou des vélos ou des passages piétons, vous êtes en train d'entraîner un modèle de machine learning. Donc c'est vrai qu'on le fait déjà. Effet, en fait. Et si tu y penses, alors pour le coup, Google, ils avaient été un tout micro-précurseur sur ça. Dans Gmail, tu as déjà la prédiction de suite de messages. Tu tapes bonjour, ça te propose tout seul le prénom des gens que tu as mis et machin, et ça te fait des formules, etc. Là, ça va beaucoup plus loin. Et moi, ce que je trouve intéressant de rappeler aussi, c'est que Microsoft, ils ont prévu d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, qui est la société qui fait ChatGPT. Microsoft héberge tous les services cloud d'OpenAI, dont ChatGPT. Donc en fait, ils ont vraiment un pied très 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 fort dans cette société. Genre, c'est un des plus gros investisseurs de cette boîte. Ils ont eu une stratégie depuis 2019, donc ça fait quand même déjà 4 ans, très très forte sur ça. Et effectivement, toutes les annonces de Google tendent à dire « Oh là 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 là, on existe aussi sur ce domaine, regardez ». Mais ne regardez pas de trop près parce qu'on ne peut pas vraiment vous le montrer. Parce que c'est vrai que là, c'est une bataille d'ego, on est d'accord. Et surtout de puissance technologique. Google, depuis des années, à la Google I.O., qu'on a suivi et qu'on a commenté, mettait en avant son excellence dans l'intelligence artificielle, avec la traduction, avec plein de choses passionnantes d'ailleurs. Mais ils sont très forts. Ils sont très très forts. On ne peut pas leur enlever. Maps, qui fait partie des annonces, et te couper, est extraordinaire comme produit. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils ont présenté hier, je crois. Ça ne rivalise pas du tout avec le reste des annonces, parce que Maps est déjà tellement dingue
Mais on a l'impression qu'il y a plusieurs sortes d'IA et que, en fait, le chemin qu'a pris Google n'est pas le même que celui de ChatGPT. Enfin, moi, je me souviens de ces conférences de Google où on parlait quasiment tout le temps de traduction, en fait. C'était vraiment comment dirais-je, la lubie de Sundar Pichai, le fait de rapprocher, en fait, tous les humains pour traduire en fait tous les langages en temps réel. Et ça durait 10-15 minutes à chaque fois, toutes ces explications. Ouais, bien sûr. C'est de l'IA, mais finalement, c'était une autre direction, en quelque sorte. C'est une autre direction, c'est un autre cas d'usage, c'est vrai, qui est sûrement, je mets des gros guillemets, à plus facile à mettre en place qu'un outil comme ChatGPT, qui donnait un aperçu au commun des mortels, au grand public, de ce à quoi pouvait servir l'intelligence artificielle, et qui en même temps était moins une prise de risque aussi pour Google, parce que là, la grande crainte, ce qu'on dit, effectivement, c'est une bataille d'ego, une bataille de vitesse aussi, mais la crainte, et ça se sent dans toutes les annonces de Google, dans toutes leurs prises de position, c'est vraiment, il faut pas que ça aille trop vite, parce que il risque d'y avoir des conséquences sur le grand public, on risque de propager des fake news, on risque de faire du grand n'importe quoi, et en fait, c'est ça vraiment leur crainte, parce qu'on sait qu'ils travaillent sur ces outils-là, LAMDA, depuis même des années, et donc ils ont ça dans les tuyaux, mais simplement, il faut pas aller trop vite parce qu'on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, on ne connaît pas encore toutes les conséquences, donc allons-y prudemment. Est-ce qu'on peut imaginer que la stratégie finalement de Microsoft, ça a été, on va dire OpenAI, d'ouvrir ChatGPT, nous on va être un peu derrière tout ça, donc on ne sera pas forcément visé si jamais il y a des débordements ou des trucs bizarres, c'est-à-dire que ça sera OpenAI qui sera visé et pas Microsoft, alors que Google, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est vraiment. En même temps, Microsoft, maintenant qu'ils ont fait l'annonce d'intégration à l'intérieur de tous leurs produits de cet outil, ils sont vraiment impliqués là-dedans. Je pense que oui. Par contre, ce qui est vrai, je pense, c'est que Microsoft est quand même en position de challenger. On le disait, sur Bing, c'est rien par rapport à Google en termes de moteur de recherche. C'est 90. C'est 90, un truc comme ça, ouais. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre cette prise de risque-là. Oui. Parce que si ça foire, s'il y a des problèmes... C'est pas grave, de toute façon, ils sont quasiment... c'est ça. Alors que Google, c'est le cœur de leur business. Enfin, aujourd'hui, le gros des revenus de Google, c'est le moteur de recherche. Et donc, intégrer déjà un chatbot dans leur moteur de recherche, derrière, ça pose des questions de monétisation. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec ça? Parce que les liens sponsorisés, ça va pas fonctionner de la même manière. Enfin, il y a toute la question du SEO, du trafic Internet. Enfin, eux, c'est une vraie remise en cause de leur métier principal. Alors que Microsoft... leur métier principal, c'est pas ça. Ils vendent des logiciels, les mecs, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas très grave, quoi. Satya Nadella, le patron de Microsoft, il a effectivement déclaré dans des interviews, en gros, on n'a rien à perdre. On a tout à y gagner, à y aller, alors que Google a tout à y perdre. Parce qu'effectivement, le changement pour le produit principal de Google, qui est Google Ads sur la partie grand public, il est majeur. Et aujourd'hui, alors évidemment qu'ils y réfléchissent à comment on va monétiser toutes ces choses, mais ils n'ont pas encore le produit. Donc tu ne peux pas lancer quelque chose qui va complètement creuser ton revenu. Anthony, alors justement, belle transition, parce que Google donc a fait sa présentation. Enfin, il y a une conférence de presse qui a été faite en plusieurs parties. On va parler de Maps dans un instant, mais concernant Bard, qui est donc la réponse à ChatGPT, Google s'est sans doute trop précipité. Et s'est pris les pieds dans le tapis. Ah là, c'est la boulette. Vraiment la boulette à 100 milliards. Tu vois, la boulette à 100 milliards. C'est la plus grosse boulette du monde. Ouais, alors là, je peux vous dire, on fait un couscous, les gars, avec cette boulette. Magnifique. Là, un énorme couscous, non. Ouais, alors c'est très étonnant parce que, effectivement, donc, ils annoncent Bard. Donc c'est rien que le nom. Bard BRD, écoute, pourquoi pas. Écoute, donc en gros, notre riposte à ChatGPT, nous aussi, on a cet outil, cet agent conversationnel qu'on va pouvoir intégrer dans notre moteur de recherche, et on va vous le montrer. Et donc, avant le début de leur conférence, ils publient une petite vidéo de démonstration, comme souvent font les grands groupes technologiques, où on voit un internaute qui pose une question à Bard. Et donc, la question est: de quelle découverte du télescope James Webb pourrais-je discuter avec mon enfant de 9 ans ? Très bien, bonne question. Bonne question. Sauf que la réponse que va apporter Bard dans la démonstration, donc première illustration concrète de Bard, c'est nul, quoi, c'est faux. La réponse est fausse. Donc en gros, la machine suggère donc d'expliquer à l'enfant de 9 ans que le télescope a pris les premières photos d'une planète hors du système solaire, ce qui n'est pas vrai puisque... c'était en 2004 avec un autre télescope. Un télescope européen, voilà, exactement. Donc c'est pas... c'est dommage, quoi. Ça la fout mal, on va dire, pour une première, de donner une fausse réponse. Ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, que ça donne des réponses avec un aplomb incroyable, mais qui sont pas toujours exactes. Mais moi, ce que je trouve fascinant, excuse-moi Anthony, je te coupe, c'est que
que y a eu un service marketing qui a posé cette question, qui a dû vérifier, enfin, qui s'est dit, bon, ouais, la réponse est cool, ok, d'accord. Personne ne s'est dit, on va aller vérifier cette réponse. Ouais. Mais enfin, je veux dire, du début jusqu'à la fin, ça montre la précipitation de tout ça, en quelque sorte. C'est vrai. On a l'impression qu'ils sont dans l'urgence absolue. Et donc, la conséquence, tu parlais de la boulette à 100 milliards. Évidemment, il y a un astronaute qui dit, attendez les gars, mais là, cette démo, la réponse est fausse. Branle-bas de combat. Évidemment, Et ça a le des titre conséquences financières monstrueuses. Le titre Google, dans les minutes qui suivent, perd, je crois que c'était 8%, 8 ou 8,5%. Voilà, Donc, et ça représente à 100 milliards de dévalorisation C'est ça. boursière. Donc, une paille. Ça fait cher d'avoir voulu précipiter sa communication quand même. C'est incroyable quand même. Ouais, mais c'est le piège, c'est que tu vois, probablement les gens qui ont posé cette question se sont trop fiés à la réponse qui a été donnée pour c'est l'avoir publiée devant autant de gens. Absolument. Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et puis en plus, c'est une réponse qui est plausible en quelque sorte. Si tu n'es pas un spécialiste, et si tu n'es pas un astronaute et tout, tu ne vas pas les vérifier. Tu te dis, ah bah oui, d'accord, ok. Je pense qu'ils ont illustré vraiment de la meilleure manière possible les limites de cet outil aujourd'hui. C'est que voilà, on peut pas s'y fier à 100%. Voilà, mais il y aura sûrement tout ça va s'améliorer. Je veux dire, c'est comme Wikipédia. Au début, on se disait mais Wikipédia, il y a plein de bêtises, etc. Bon, maintenant c'est quand même très très limité, quoi, parce qu'il y a de la modération, etc. Là, c'est pareil. Il y aura les systèmes vont s'améliorer eux-mêmes. Il y aura des petites mains aussi humaines qui vont annoter et qui vont améliorer la qualité des réponses. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des limites. Après, l'outil à proprement parler est intéressant. Ce qu'ils ont annoncé. Bard. Alors, ils n'ont pas dit grand-chose en vrai sur Bard. Par rapport à Microsoft, c'était vraiment une petite partie de leur conférence. Mais en gros, on sait que ce sera intégré au moteur de recherche. Et donc, ce sera là aussi relié à Internet, évidemment. Donc, avec une base de données mise à jour en temps réel. Et en gros, ce qu'explique Google, c'est que le moteur de recherche classique permettra de répondre aux questions simples. Par exemple, si tu te demandes combien de touches a un piano, le moteur de recherche te répond avec une réponse du tac au tac. Et si tu veux savoir qu'est-ce qui est le plus compliqué à apprendre, le piano ou la guitare, à ce moment-là, Bard va prendre le relais et va faire une synthèse en allant chercher des informations sur Internet. Ouais, tu as des résultats, on va dire, bêtes, et des résultats plus intelligents suivant ta requête, en quelque sorte. Qui devraient être accompagnés aussi de liens vers des sites Internet pour compléter aussi la réponse. En tout cas, dans les aperçus qu'on en a vus pour l'instant. Mais encore une fois, ils n'ont pas dit grand-chose. Moi, c'est pour ça, quand je te disais 1 pour Microsoft, 0 pour Google, c'est Microsoft, je les ai trouvés très offensifs dans leur communication, vraiment très convaincants. Et Google était quand même beaucoup plus en retrait et un peu palo à côté, il faut être honnête. un peu palo. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, ce qui me fascine, c'est le jour où on arrivera à connecter tout ça aux assistants vocaux. Oui, c'est aussi intéressant de se dire que Siri, Cortana qui est l'assistant vocal de Microsoft, qui a été mis un peu en veilleuse. Qui a été mis Cortana, un peu en veilleuse. Ils n'en ont pas beaucoup parlé, mais il est un peu ils sous vont forcément s'appuyer sur ce genre d'évolution. Et on tape sur Google depuis tout à l'heure. C'est vrai que leur annonce n'est pas dingue. Même leur non-annonce ou leur excuse de dire pour des raisons éthiques, aujourd'hui on fait très attention à ce qu'on fait, alors qu'en fait leur truc propage des fake news. C'est de se rappeler que quand même Google a posé les briques fondatrices de tout ce qui est permis aujourd'hui, parce que on leur reproche de s'être focalisé sur la compréhension du texte, mais c'est vrai que c'est la compréhension du texte par les machines et du contexte, et c'est Lambda dont tu parlais tout à l'heure, qui est à partir des mots d'une phrase est capable de se dire, là on est en train de parler de feuilles, mais on n'est pas en train de parler de feuilles, on est en train de feuilles en papier, on est en train de parler des feuilles d'un arbre. Ok, tac, 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 on est peut-être dans un jardin. Pop, pop, pop. Ça fait tout le champ contextuel. Avec des statistiques en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que Et c'est incroyable. Et chaque année, ce genre de modèle de compréhension de langage s'améliore, mais d'une puissance complètement folle. Donc, ils ont finalement posé quand même les briques de ce qui permet aujourd'hui les produits d'OpenAI, donc ChatGPT, Wall-E probablement aussi. Wall-E qui est le produit qui génère des images basées sur l'intelligence artificielle. Dali, non Dali, pourquoi Wall-E? Non, c'est Wall-E, mais il y a aussi un qui s'appelle Wall-E, je crois. Ah, il y en a un autre. Mais tu as raison, c'est Dali, celui d'OpenAI. Et donc, en fait, Google, ils ont quand même posé les briques de ce truc. Donc aujourd'hui, ils doivent se dire merde, on s'est complètement fait dépasser. Ouais, c'est ça. Et puis tu le disais, on l'a abordé brièvement. Il y a aussi la conséquence économique pour Google. Si demain ils ouvrent
on va dire la cage du monstre et que le monstre sort et commence à tout casser, ça va être terrible pour eux parce que leur modèle économique en fait repose sur la publicité. Exactement, eux ça repose vraiment là-dessus et encore plus qu'il y a eu les publications financières, la casquette BFM Business de secondes la semaine dernière de tous les géants de la tech qui n'étaient pas franchement au rendez-vous et même pour la première fois là on s'est rendu compte que finalement c'était des entreprises comme les autres, c'est-à-dire qu'ils pouvaient licencier, avoir des plans de restructuration, avoir des gros problèmes économiques parce que le budget pub des entreprises baisse, donc le prix des annonces baisse et donc ça tape complètement des entreprises comme Google ou Meta dans leur modèle économique. Donc il faut qu'ils réfléchissent à des relais de croissance et réfléchir à des relais de croissance, ça ne veut pas dire avoir une nouvelle brique technologique qui va venir complètement vampiriser mon modèle économique. C'est un peu compliqué, quoi. Donc là, ils ont des vraies questions auxquelles il va falloir qu'ils répondent, nos amis de chez Google. Qui ont présenté quand même des choses intéressantes. Là. Oui. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de Maps. Il y avait Maps, absolument. Moi, j'ai retenu aussi le multi-search qui avait été annoncé pour les États-Unis, mais qui va arriver en France avec, en gros, là aussi, c'est de l'intelligence artificielle. C'est mélanger les recherches textuelles et images. Donc, j'aime beaucoup le t-shirt de Gonzague. Je le prends en photo. Il va me retrouver le t-shirt sur Internet et je vais dire, bon, je veux le même en jaune plutôt qu'en bleu. Je tape ça et il va me trouver le même modèle en jaune. C'est pas mal, tu vois. Tu te dis quand même, bien sûr. C'est quand même des innovations quand même assez intéressantes qui étaient peut-être pas, c'est pas exactement là où on les attendait, mais enfin ça reste quand même pas mal. Moi, il y a un truc qui m'a bluffé. Alors, je passe à Maps puisque en fait, ce qui est intéressant, c'est que Google a proposé une conférence de presse mondiale à Paris. Dans ses locaux parisiens, c'est rarissime ça. Et puis il y avait des pontes de chez Google qui avaient fait le déplacement. Je crois qu'il y avait le numéro 2 de Google qui était venu. Il y avait le patron de Google Maps, etc. pour annoncer donc des nouveautés, alors qu'ils n'étaient pas disponibles à Paris. C'est dommage, ils font leur présentation à Paris. Et la vue immersive, je ne sais pas si vous avez vu des images de ce truc-là, c'est de l'IA aussi. Ils arrivent, ils agrègent toutes les images d'un quartier, d'un lieu, qui récupèrent à la fois avec leur Street View, mais aussi, je crois, d'autres de bases de données. Ils recréent en 3D, en relief, un immeuble, une vue aérienne, et on a l'impression d'y être. Ça c'est fou quand même. Ils avaient déjà une très bonne capacité à faire ça sur Maps, c'est-à-dire d'avoir extrait les hauteurs de bâtiments, la topographie en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est un mélange d'images satellites, de lidar, et d'images capturées par les caméras qui font Street View pour aller vraiment dans le détail des bâtiments, d'intégrer, sauf erreur, le ciel animé, etc., les reflets dans l'eau. C'est hallucinant. Et ça, tu vois, je les mets plus en face de Apple, qui annonce beaucoup de choses très jolies autour de ses cartes que de Microsoft. Mais ouais, c'est très très beau. Mais pareil, c'est pas du tout suffisant pour déboulonner l'actualité. Ça paraît tellement anecdotique par rapport au sujet actuel. Ça passe un peu à côté en fait. C'est ça. C'est dommage parce que franchement, c'est vrai, moi aussi j'ai trouvé ça très spectaculaire. Non, franchement, il n'y aurait pas eu de ChatGPT, c'était une bonne conférence. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais après, faut pas être. L'idée, c'est pas d'être cruel non plus. Google, c'est une entreprise hyper innovante. Bien sûr, et ils vont vite rebondir, ça c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est vraiment, quand je dis Microsoft 1, Google 0, c'est sur cette bataille de la com, semaine 1 de la présentation. Semaine prochaine, c'est Google qui marquera des points. Exactement, parce que les produits, ils les ont, ils sont dans les tuyaux, il n'y a aucun problème. Mais simplement, là, c'est vrai que tu as l'impression, comme tout le monde est en train de se précipiter, Google, ils y vont un petit peu plus à reculons, et je pense que là en ce moment il y a une telle effervescence que tu es obligé d'être un petit peu agressif dans ta com et dans les produits que tu présentes, et peut-être qu'ils sont passés un peu à côté de leur copie là, nos amis de Google. En tout cas, merci d'être venus sur Paris, messieurs. C'est oui. sympa. C'est sympa. Cool, c'est très bien. C'est vrai. Voilà, cette première partie de quoi je me mail est terminée, mais on revient, ça c'est la bonne nouvelle. Tout de suite, si vous êtes sur BFM Business, ne touchez à rien. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le deuxième module de quoi je me mail avec au menu Netflix. Alors il y a le partage de comptes, et puis tu voulais aussi nous parler de cette mini polémique autour de l'utilisation d'une intelligence artificielle pour concevoir des décors d'une série. Encore de l'IA. Gonzague est avec nous, Anthony aussi. À tout de suite pour la deuxième partie de quoi je me mail. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.